Bonjour et bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un outil bien spécifique, le Sulfuroid Symbol Downloader. Oui, on a un fichier readme.txt qui nous en parle. Exactement. Et son but, c'est de télécharger l'historique des cours boursiers. En allant chercher ça directement chez Yahoo Finance. Voilà. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de vraiment décortiquer ce que fait cet outil. Comprendre comment il fonctionne. Ses capacités, bien sûr, mais aussi, et c'est souvent là qu'on apprend le plus, ses limites, ses contraintes. Tout à fait. On va regarder les aspects techniques, mais aussi ce que ça implique d'utiliser l'API de Yahoo Finance comme ça. Sans oublier les avertissements de l'auteur. Très important, ces avertissements. Bon, allons-y. Plongeons dans cet outil concret d'accès aux données financières. Alors, pour commencer, c'est un outil avec une interface graphique, Oui, développé en Python avec Tkinter. par un certain Dr Kadik Philippe, alias @sulfuroid. D'accord. Et la promesse, c'est quoi alors? Récupérer les données historiques. L'exemple donné, c'est 1288g.hk. Via l'API Chart de Yahoo Finance. Et le point intéressant, c'est qu'il le fait sans utiliser la bibliothèque eFinance. Ah oui, elle est pourtant super connue pour ça? Exactement. Ça pique un peu la curiosité, non? Pourquoi ce choix? Hmm, bonne question. Le README, il ne dit pas pourquoi exactement. On peut imaginer des raisons. Peut-être pour éviter des dépendances, avoir plus de contrôle sur les appels API, Ou contourner un truc spécifique à eFinance. possiblement. Ça reste une supposition, mais c'est un choix technique notable, oui. D'accord. Donc l'interface, elle est comment? Simple, d'après ce que j'ai lu? Assez direct, oui. On met un symbole, Un intervalle de temps. dans une liste déroulante, oui. Et puis le nombre de jours qu'on veut. Ok. Les intervalles, c'est du classique, hein? 15 min, 30 minutes, 1 heure, un jour, une semaine. Oui, 60 min, 90 min, un mois aussi. Mais il y a un truc qui sort du lot. Ah oui, le 4 heures HAG. Ce HAG, ça veut dire quoi? Ben voilà, le fameux 4 heures HAG. C'est une des spécificités de l'outil. AGG pour agrégé, j'imagine? C'est ça, le README le confirme. Ce n'est pas un intervalle que Yahoo Finance donne tel quel, systématiquement. Donc c'est l'outil qui fait le calcul. Exactement. Il récupère les données en 1 heure D'accord. et ensuite il les combine pour créer des bougies de 4 heures. Une agrégation maison. Une fonctionnalité faite maison, donc. Mais quel est l'intérêt au fond? Si on a les données 1 heure, pourquoi ne pas laisser l'utilisateur faire l'agrégation après? Oui, voilà. C'est là que c'est pas bête. Le proposer direct dans l'outil, c'est pratique, non? Oui, pour une utilisation rapide. Et puis, l'unité 4 heures, c'est assez populaire pour certaines analyses, mais pas toujours facile à obtenir avec beaucoup d'historique, via les API gratuites. Ah, d'accord. En se basant sur les données 1 heure qui, elles, peuvent remonter jusqu'à 2 ans d'après le README. Ah, l'outil peut offrir un historique 4 heures plus long que si on le demandait directement. Voilà, potentiellement. Si tant est que l'API le propose directement avec une bonne profondeur. C'est une façon d'ajouter de la valeur, quoi. Malin, en effet. Offrir une vue pertinente avec peut-être plus d'historique. Ok. Et une fois qu'on a récupéré ces données, elles sont présentées comment? Dans un tableau, tout simplement, avec les colonnes classiques. Date, open, high, low, close, volume. Le fameux OHLCV. C'est ça, le B à bas, comme on dit. Et il y avait un point technique sur les dates pour l'intraday. Oui, et c'est super important pour analyser ça sérieusement. Quoi donc? Pour les intervalles sous la journée, 15e, 1 heure, la date inclut l'heure. Format YYY, M, M, D, D, HHM.M. Logique. Mais le plus important, c'est que l'outil gère le décalage horaire, le GM offset de la place boursière. Ah, excellente chose! Les heures affichées sont celles du marché d'origine. Donc pas de risque d'analyser des données de Tokyo en pensant que c'est l'heure de Paris. Exactement. Ce serait une source d'erreur énorme. Cet ajustement automatique, c'est un vrai plus pour la fiabilité alors. Absolument. Ça montre une attention à l'intégrité temporelle des données. C'est essentiel quand on jongle avec différents marchés. Avoir le chiffre, c'est bien. Savoir quand exactement, c'est mieux. Tout à fait. Bon, on a des données propres, bien aura datées. L'étape suivante, c'est de les sortir de l'outil, j'imagine? Oui, bien sûr. Il y a un bouton Save CSV. Simple et efficace. Un clic et hop, un fichier CSV avec les colonnes affichées. Date, open, high, low, close et volume entier. Trié par date, j'imagine? Oui, trié par date. Prêt à être utilisé dans l'Excel ou un autre logiciel d'analyse. Ok, donc jusqu'ici, l'outil a l'air pas mal. Interface simple, OLSCV, fuseaux horaires gérés, export CSV, même l'agrégation 4 heures. Ça coche pas mal de cases, oui. Mais
Souvent, le diable est dans les détails ou dans les limitations. Le README en parle. Ah oui, et c'est un point vraiment central. L'auteur est clair, les contraintes viennent de Yahoo Finance, surtout pour l'intraday. Il parle de règles empiriques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la quantité d'historique récupérable dépend beaucoup de l'intervalle choisi. Ok, Pour du 15 minutes ou 30 minutes par exemple, il dit qu'il ne faut pas espérer plus de 60 jours environ. 60 jours seulement. C'est très peu pour du backtesting, ça. Oui, c'est très limitatif. Et pour des intervalles un peu plus longs, 1 heure par exemple. Alors là, pour 60e, 90e ou 1 heure, et donc aussi pour le 4 heures agrégé, ce serait moins sévère. Moins sévère, c'est-à-dire Le README parle d'environ 2 ans, 730 jours. 2 ans? C'est déjà mieux, mais ça reste une limite à connaître. Absolument. Et l'outil, il fait quoi si je demande, disons, 5 ans de données 1 heure? Il plante? Non, apparemment, il y a une petite intelligence. Si on dépasse le seuil estimé, Comme 2 ans pour le 1 heure? oui, l'outil limite automatiquement la requête envoyée à Yahoo. Il demande juste les 730 jours maximum probables. Ah, d'accord. Pour éviter une erreur et récupérer ce qui est dispo. C'est pragmatique. Oui, c'est ça. Et à part la profondeur, il y a d'autres limites? Oui, une autre. Tous les symboles n'offrent pas tous les intervalles. Genre, on pourrait ne pas avoir de 15 minutes pour une petite action peu connue? Exactement. Si Yahoo ne le fournit pas, l'outil ne peut rien faire. Le message d'erreur données OHLC manquante peut venir de là alors. Oui, soit de ça, soit d'un symbole qui n'est plus actif. Ce qui est crucial à retenir ici, et le README semble insister là-dessus, c'est que ces limites, ce n'est pas la faute de l'outil sulfuroïde. Précisément. C'est le point clé. Les limites de profondeur, de disponibilité des intervalles, Ça vient de l'API de Yahoo Finance elle-même. oui, de l'API EV8 Finance Chart qu'il utilise. L'outil est juste une interface, une commodité. Avec sa fonction d'agrégation 4 heures en plus. Voilà. Mais il ne peut pas faire de miracle si la source de données a ses propres restrictions. C'est le jeu avec les API publiques ou gratuites, j'imagine. L'accès est là, mais avec des conditions pas toujours explicites. Exactement. Des limites qu'il faut découvrir un peu empiriquement, comme dit l'auteur. Donc l'utilisateur doit bien avoir en tête qu'il passe par Yahoo Finance avec les plus et les moins de cette source. Tout à fait. Le README donne d'ailleurs quelques pistes en cas de souci. Du genre, Les trucs de base, vérifier si le symbole est bien écrit, si la connexion Internet marche, si le réseau bloque, l'outil n'atteindra pas Yahoo. Et comme il n'a pas de réglage proxy interne, il faut configurer ça au niveau du système d'exploitation. c'est ça. Bon à savoir pour pas chercher le problème au mauvais endroit. Ok. Parlons maintenant d'un chapitre très très important, les avertissements. Le README est assez direct là-dessus. Oui, et c'est une bonne chose, l'auteur est très clair. Le logiciel est fourni tel quel. Gratuitement, mais sans aucune garantie. Et surtout, utilisation au risque et péril de l'utilisateur. C'est la décharge de responsabilité habituelle, mais essentielle dans ce domaine. Oui, la licence complète dans un fichier licence.txt doit détailler tout ça. Et le point le plus martelé, qui était en gras dans le texte source, Aucune recommandation financière n'est fournie par cet outil. voilà. Le message ne peut pas être plus clair. C'est de l'avertissement capital. L'auteur insiste. C'est un simple utilitaire technique. Il donne accès aux données brutes via l'API publique. Point final. Exactement. Aucune analyse, aucune interprétation, aucun conseil d'achat ou de vente. Toute la responsabilité de ce qu'on fait avec les données, Repose sur l'utilisateur. totalement. C'est une distinction fondamentale à faire entre fournir des données brutes ou un outil pour y accéder. Et fournir du conseil financier. Cet outil ne franchit clairement pas cette ligne. Et c'est bien qu'ils le disent aussi clairement. Tout à fait. Cette transparence est importante. L'outil est un downloader, un téléchargeur, rien de plus. Il facilite la collecte pour ceux qui ne veulent pas utiliser Yahoo Finance ou autre chose, mais ça s'arrête là. Bien. Si on essaye de résumer ce qu'on a tiré de ce README, On a un outil graphique par un développeur identifié, une méthode alternative pour avoir des données d'Yahoo. qui met en avant sa simplicité et le fait de ne pas dépendre de Yahoo Finance. Ses points forts, l'interface, l'export CSV, la gestion des fuseaux horaires, Via le GMT Offset, oui, et la petite touche d'agrégation 4 heures maison. c'est une bonne synthèse des fonctionnalités, oui. Mais pour moi, les messages vraiment importants sont ailleurs. Lesquels? Le premier, c'est la dépendance totale aux limites de l'API de Yahoo. Oui, il faut être conscient que l'historique, surtout intraday, est limité, et que ça vient de Yahoo, pas de l'outil. C'est un peu le coût caché du gratuit si on veut. Et le deuxième message clé, L'absence totale de conseils financiers, c'est martelé. c'est un outil technique. Un point, c'est tout.
L'analyse, la décision, c'est pour l'utilisateur. Voilà, l'outil aide pour l'étape de collecte des données brutes OHLCV. Ça peut simplifier la vie de certains. Mais ça ne résout pas du tout la complexité qui vient après. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Comment on les analyse? Comment on en tire quelque chose de pertinent? C'est ça. Et la clarté de l'auteur sur cette différence entre collecte et analyse, c'est peut-être le plus gros enseignement de ce README. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large qui dépasse cet outil précis. Quand on manipule des données financières, même des simples séries OHLCV, où se situe la vraie difficulté au fond? Est-ce que c'est dans la technique, comprendre les API, leurs limites cachées, s'assurer que les timestamps sont justes, Ou alors est-ce que c'est plutôt dans l'interprétation, l'analyse statistique, économique? distinguer le signal du bruit, comprendre les marchés, éviter les biais d'analyse? Ou peut-être que la compétence clé, c'est encore autre chose, c'est d'évaluer la source elle-même. Comprendre qu'une source comme Yahoo Finance, c'est pratique, mais ça n'a pas la même garantie qu'une source pro-payante. Exactement. Et savoir en tenir compte dans son travail. Vaste question, hein? Ça montre bien que télécharger la donnée, ce n'est vraiment que la toute première étape. Tout à fait. Une piste de réflexion intéressante. À creuser.